le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Chouvet-Vialanex. Passionnée par ce savoir ancestral depuis plus de 15 ans, elle a étudié le Feng Shui traditionnel avec différents maîtres de renommée en Asie et en Europe. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Corinne. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Pas trop tard ? Non, c'est bon ? Je suis une couche tard. Ah oui, c'est vrai. Ok. Oui. Alors Corinne, en fait, nous ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, mais on s'est jamais vu physiquement. Non. On a commencé à échanger, on s'est vu physiquement là il y a pas longtemps, c'était cet après-midi, il y a quelques heures, du coup par live, ouais. Et donc voilà, moi je suis très content de te recevoir ce soir parce que tu fais partie des professionnels dans. Alors moi je dis Feng Shui, mais toi tu le prononces autrement et je pense que tu le prononces comme il le faut. Comment tu le prononces toi ? Alors on dit Feng Shui. Ouais, Feng Shui, voilà. Donc c'est bon à savoir, c'est le Feng Shui. Et donc du coup, tu fais partie pour moi des professionnels qui sont assez rares en fait dans ce domaine. Et parce que, tu vas nous le raconter mieux que moi, mais j'ai l'impression que tu as un bon pédigré quand même et que tu as une bonne expérience là-dedans. À travers toutes les rencontres que tu as pu faire, et puis j'ai l'impression que tu continues aussi à te perfectionner auprès de tes maîtres. Donc, ce qui est assez rare, je trouve, dans le monde du bien-être et des professionnels du bien-être, globalement, de continuer comme ça à suivre des cursus professionnels. Donc, je trouve ça chouette. Donc, Corinne, je vais te laisser la parole et tu vas te présenter. Tu vas nous dire en fait qui tu es. Voilà, on t'écoute. Bien, merci Julien de m'accueillir sur ta chaîne ce soir. Je suis très heureuse. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Corinne Chouvet-Vialanex. Ça fait quand même 15 ans que le Feng Shui est arrivé dans ma vie. Il est arrivé vraiment par un détour personnel qui n'avait rien à voir. J'étais bien loin de ce monde-là, puisque j'avais mon entreprise en fait. Et dans cette entreprise, je travaillais, j'avais des salariés. J'étais une femme chef d'entreprise comme beaucoup à cette époque-là. Et en fait, à cette époque, je devais vendre ma maison. Et donc, dans la vente de cette maison, en fait, les gens rentraient et les gens sortaient. Ils restaient un quart d'heure et rien ne se passait. C'est-à-dire que cette maison restait à la vente presque plus de 6 mois. Et donc, en fait, à un moment donné, j'en parle à une de mes cousines parce que dans la famille, on est très tourné sur l'Asie. Donc, j'ai une de mes cousines qui est thérapeute en médecine chinoise et elle me dit à l'époque, mais peut-être tu as un problème de feng shui dans ta maison. Et alors là, je la regarde avec des gros yeux comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Et à l'époque, en 2002, j'avais pas du tout conscience de l'univers du feng shui, même si j'adorais l'Asie à cette époque-là déjà. Mais et là, en fait, je suis allée à la Fnac, j'ai couru chercher un ouvrage et je suis tombée sur un livre qui expliquait ma problématique. J'ai acheté ce livre, je suis rentrée à la maison. Et là, j'ai tout changé. Et en fait, ma maison s'est vendue en 48 heures. Wow. Il a fallu déménager un mois. Et là, je me suis dit, non, mais là, il y a un souci. Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui est très curieuse, mais j'aime surtout bien comprendre. Parce que c'est pas en changeant des meubles, en réorganisant un espace que les choses peuvent se faire. Pour moi, je veux savoir ce qu'il y a derrière, en fait. Et en fait, on a dû déménager en un mois. Et de là, de fil en aiguille, il a fallu redéménager. Et quand on a eu déménagé une deuxième fois, j'ai dit, bon là, je vais essayer de trouver quelqu'un et je vais commencer à me former.
Donc, à l'époque, il y a 15 ans, je ne m'étais pas tournée directement sur l'Asie vers un maître. Et donc, j'ai commencé ici en France. Et j'ai débuté avec ce qu'on appelle, entre guillemets, le feng shui occidental, donc qui n'est pas du tout du feng shui traditionnel. Mais j'ai commencé comme ça. Et effectivement, j'ai fait de la géobiologie, puisque dans cette école, il y avait aussi l'apprentissage de la géobiologie. Donc, j'ai fait de la géobiologie et je suis aussi géobiologue. Et de fil en aiguille, en fait, dans mon parcours, mes clients professionnels ont commencé à me dire « tu fais ça, c'est super, on aimerait peut-être que tu interviennes chez nous ». Et au fur et à mesure, enfin voilà, tout s'est organisé et à un moment donné, j'ai vendu mon entreprise et j'ai décidé de me jeter à l'eau. Voilà. Et en fait, tout ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire j'ai pas du tout cherché à un seul moment d'en faire mon métier, en fait. C'est un enchaînement de coïncidences, voilà, dire ça. De synchronicité, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais... Et voilà. Donc ensuite, après, j'ai rencontré un des maîtres avec qui je travaille, qui est le grand maître Raymond Lo, qui est à Hong Kong. Donc j'ai suivi sa formation, je suis une de ses élèves. Et puis j'ai travaillé aussi avec d'autres maîtres qui sont spécialisés dans du feng shui plus spécifique. Donc ils sont en France aussi. Donc ils font du Yangon Feng Shui, c'est assez particulier. Mais et puis bon voilà, je continue à me former. Je travaille beaucoup avec mes collègues à l'international. Enfin j'ai beaucoup de liens aussi avec mes collègues à l'international parce que voilà, on s'entend assez bien. On n'est pas nombreux non plus sur la planète, donc. Non, c'est clair. C'est clair. C'est vrai, c'est même assez rare, quoi. Disons pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Feng Shui ? Oui, oui. Alors le Feng Shui est un art traditionnel chinois d'origine taoïste. Effectivement, à l'origine, la Chine avait une approche. Ce qu'on dit au jour d'aujourd'hui, c'est un mot très courant, c'est holistique. C'est-à-dire que on cherchait vraiment à être en cohérence avec la terre, le ciel et l'homme et son environnement. Pourquoi ? Parce que au début, le feng shui ne se nommait pas feng shui du tout. C'est arrivé vers la dynastie Han. C'était vraiment des érémétistes, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans des grottes, des moines, qui vraiment se retirer du monde et qui allait commencer à observer le ciel, la nature, les courants des flux, du vent, de l'eau, bien évidemment, et de l'impact que ça avait dans l'environnement. Donc, en fait, tout a commencé évidemment avec la base du I Ching, donc ce qu'on appelle le livre des transmutations, que nous, on n'utilise absolument pas en outil divinatoire. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, tous les deux. Et en fait, on s'appuie sur ces anciennes écritures et de là, en fait, a débuté la lecture de l'environnement. Donc, effectivement, au démarrage, on interprétait, alors là, on parle de bien avant Jésus-Christ. Donc, on interprétait, en fait, chaque chose. Au départ, c'était sur la carapace d'une tortue, après, c'était sur l'épaule d'un bœuf, et puis après, on a fait les pièces, les bâtonnets d'Aquilée, puis après, les pièces. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très, très usité au jour d'aujourd'hui, en 2020, encore en Asie. Donc, le feng shui, c'est vraiment, à la base, c'était vraiment une lecture de l'environnement. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été codifié, ça a été écrit. Puisque, en fait, l'écriture chinoise n'est pas une écriture avec des lettres comme nous. Ce sont des caractères qui, à la base, sont des dessins. Et ces dessins sont transformés en écriture. Et donc, en fait, on a pu retomber sur des vieux écrits de moins de 200 avant Jésus-Christ dans des tombes où on a vraiment des traces d'origine de la lecture du feng shui. Puisque feng shui, ça veut dire feng, ça veut dire vent, et shui, ça veut dire eau. Donc, en fait, on cherche vraiment à trouver le meilleur environnement dans lequel on va pouvoir s'installer, vivre, et alors, soit la longévité, soit la réussite, enfin, peu importe. Mais à la base, c'était la lecture était dans ce sens, mais et je suis navrée, mais c'était au démarrage, c'était pas pour les vivants, c'était pour les défunts. Okay.
début, en fait, on cherchait vraiment à positionner correctement ces défunts pour vivre correctement dans la vie du vivant, en fait. Et au fur et à mesure, après, c'est devenu un outil qui a été usité, bien évidemment, pour la réunion des royaumes impériaux. Et ensuite, pour construire les villes et les villages en Asie. Et en 2020, eh bien, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours utilisé pour la conception des villes, comme Hong Kong. Bon, Hong Kong, ça fait longtemps maintenant, mais Singapour, maintenant, qui est plus récente, qui est en train d'être remaniée, Taïwan. Il y a vraiment tout un bassin en Asie qui est tourné sur cette lecture. Voilà. C'est clair sur l'explication. Oui, si, carrément, c'est clair. En fait, ça me fait penser à l'Égypte quand tu parlais des défunts. Parce que je me trompe ou Non, on peut dire que effectivement, les anciennes cultures, traditions étaient très tournées sur les défunts et les morts. Effectivement, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important en fait dans la pensée chinoise, qui est une pensée cosmologique, donc ça veut dire que cosmos, on fait partie d'un grand tout, donc effectivement, quand on meurt, en fait, on positionne le corps d'une certaine manière, et en fonction de son rang, le corps n'est pas positionné de la même manière. On ne peut pas accueillir, certaines personnes ne pourront pas assister à l'enterrement parce qu'en fonction de leur date de naissance, elles pourraient offusquer le défunt. Donc ça pourrait Donc ça peut faire très superstition, mais ce sont des vieilles croyances anciennes et qui effectivement étaient utilisées aussi dans d'autres cultures, mais ces autres cultures, malheureusement, on les connaît moins parce qu'elles ne sont plus vivantes, alors qu'en Asie, le feng shui a traversé les siècles, les millénaires, on va dire aussi. Que nous, on s'appuie sur 3500 ans et il y a quand même à peu près 2000 ans d'écriture en école. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles avec des lignées de maîtres. Donc, il y a des lignées où on peut remonter sur 1200 ans de maîtres, en fait, et d'élèves qui ont repris le relais. Et donc, où il y a une vraie traçabilité du savoir. C'est pas, on n'est pas du tout dans l'archéologie. C'est-à-dire qu'on s'appuie vraiment sur une connaissance qui vient de plusieurs maîtres. Alors après, effectivement, chaque maître a, entre guillemets, son école, mais la lecture de démarrage est la même pour tous et toutes, parce que même dans les temps anciens, il y avait des femmes qui étaient des maîtres feng shui. Et effectivement, de là, on va avoir un outil qui est actif encore aujourd'hui, et on se réfère à des textes qui sont très anciens. Donc ça peut paraître pour les gens au jour d'aujourd'hui obsolète, mais par exemple, quand on va lire le positionnement d'une montagne, quand on va lire le positionnement d'un cours d'eau ou d'une route ou d'une porte d'entrée ou d'une façade d'immeuble ou d'une assise qu'on appelle, ça va nous donner des informations. C'est-à-dire, et ces informations-là, on peut être en France, on peut être en Chine, on peut être en Afrique, on peut être aux États-Unis. Une montagne a une forme. Cette forme, elle peut être dupliquée partout sur la planète. Une direction génère une information, on peut le dupliquer partout sur la planète. On n'a pas de... C'est justement comme c'est cosmologique, il y a quand même, on peut appliquer cet outil à d'autres endroits, sur d'autres lieux du globe, en fait. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une science ? Alors effectivement, pour les Chinois, c'est une science. Ça fait partie d'une vraie science et d'une technologie à l'époque, puisque bon, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas Marco Polo qui a inventé la boussole, ce sont les Chinois. donc effectivement, ce sont les Chinois qui ont inventé la boussole, et effectivement, nous, on travaille avec des boussoles bien précises qui sont assez complexes. Donc effectivement, bon, je vais vous en montrer, j'en ai deux avec moi, puisque j'en ai deux. Je travaille suivant ce que je fais. Donc, on a, je vais essayer de l'approcher, en fait, voilà.
Voilà, donc en fait, sur ces boussoles, on a des anneaux, et sur ces anneaux, on a différentes écritures en chinois qui vont nous donner des informations. Donc des informations sur la position de l'eau, la position des montagnes, la date de construction, la personne, la porte d'entrée. Voilà, donc après, j'en ai une plus simplifiée qui, elle, que j'utilise beaucoup dans les villes, parce que... Mais là, un peu plus près. Voilà. Ok. Voilà. Bon, hein. Ouais, c'est un très bel outil pour travailler. C'est vrai que voilà, on fait attention à l'outil, à notre outil de travail. Et voilà, donc ça, c'est vrai que quand on travaille le feng shui traditionnel chinois, la boussole et c'est comme au fur et à mesure du temps, ça devient un livre en fait pour nous. C'est-à-dire que au début, on apprend, on est apprenant en fait. On va emmagasiner les informations. Mais après, au fur et à mesure du temps, comme on connaît nos anneaux et on a l'habitude de pratiquer, donc à un moment donné, ça devient un automatisme en fait. On n'a plus besoin d'aller se référer sur nos ouvrages ou retravailler. Donc voilà, donc c'est assez particulier dans la manière de fonctionner. Et donc en fait cet outil, le feng shui, effectivement comme c'est cosmologique, on va l'utiliser avec la personne parce que sans les gens dans un lieu, une entreprise, une habitation, le chi, l'énergie ne circule pas. Il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, je ferme la porte de ma maison, demain. Le chi, il reste dans la maison, mais il ne va pas être actif. Pourquoi ? Parce que la personne qui va dans l'habitation animer ce qu'on appelle le flux d'énergie, c'est l'homme. Mmh. Voilà, à l'extérieur, c'est le vent et l'eau. Donc, à l'extérieur, effectivement, ça va être le sens d'un cours d'eau. On peut travailler avec l'entrée d'un cours d'eau, la sortie d'un cours d'eau, en fonction de direction, et ça va nous donner des influences. Une montagne reste fixe, mais elle est dans une direction aussi. Donc, tout ça, c'est des données. Mais, ce qui veut dire que quand tu dis qu'il y ait absolument l'homme, ça veut dire que tu dresses un portrait psychologique de la personne ou ça n'a rien à voir ? Bonne question. En fait, on travaille avec une forme d'astrologie chinoise. En fait, il en existe deux, qui se nomme chez nous le Bazi. Donc, on peut utiliser en fait effectivement indépendamment pour aider et accompagner les personnes. Mais cette astrologie, elle va permettre en fait c'est comme une roadmap, c'est comme une cartographie de la personne. Nous, c'est pas en fait. En feng shui, on ne s'appuie pas pour faire de la prédiction. On est juste là pour lire en fait les périodes sur lesquelles la personne va être en force ou en faiblesse en fait. Et effectivement, on va voir, par exemple, sur ce qu'on appelle l'anneau des 24 montagnes sur la boussole, correspond au signe astrologique chinois. Et effectivement, si on va avoir un signe qui est en corrélation avec une personne, un habitant ou un chef d'entreprise ou une personne importante, effectivement, on va faire très attention dans cette direction. Qu'est-ce qu'il y a pour cette personne ? Voilà. Effectivement, si dans cette direction, on a des choses qui le fragilisent, alors ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être aussi dans le lieu professionnel, mais ça peut être aussi dans le lieu d'habitation. Voilà. Et donc, notre rôle, c'est d'identifier où sont les points forts, où sont les points faibles, en fait. Et une fois qu'on les a identifiés, après, c'est de soit conseiller des correctifs si c'est un lieu existant, soit de travailler pour créer un lieu qui correspond à la demande de la personne. Si par exemple on est dans le cadre d'une construction, par exemple. Et ça veut dire qu'il faut, par exemple, même nettoyer les lieux énergétiquement parlant. Quand je parle d'énergie, je pense aussi peut-être à des esprits qui seraient présents ou je sais pas, ou la géobiologie typiquement. Ouais, alors en fait, quand on travaille en feng shui traditionnel chinois, effectivement, certains maîtres en parlent, pas tous. Il y en a qui s'y refusent, mais il y en a qui en parlent et dont mon maître en parle, vraiment l'eau en parle très bien même.
Et en fait, c'est activé, ce genre de phénomène peut être activé par le feng shui d'un lieu. C'est-à-dire que les maîtres chinois ont pu identifier quels sont les symptômes, entre guillemets, qui animent ces phénomènes paranormaux, en fait. Ok. Donc, c'est assez bluffant. Hein. Moi, quand j'ai commencé mon parcours en feng shui, j'ai fait du feng shui occidental et donc effectivement j'ai appris le nettoyage énergétique des lieux. Donc effectivement je me suis occupée pendant longtemps et je le fais encore par certains moments de ce genre de phénomène. Mais quand j'ai commencé à faire du feng shui traditionnel chinois, mon maître en fait nous enseignait ça, c'est-à-dire nous expliquer que voilà, en certaines configurations, certaines directions et certains types d'informations dans un lieu pouvaient animer des phénomènes paranormaux. Et donc effectivement, moi ça m'a beaucoup bluffée parce que et maintenant avec l'expérience, j'y fais très attention parce que d'autant plus que j'ai ce parcours qui est de nettoyage énergétique des lieux, donc je connais ces phénomènes de près. Et donc effectivement j'y fais très attention, je suis très attentive à ça parce que on dit qu'on attire aussi ce que l'on porte, hein, ce que l'on est, hein. Moi j'ai la clientèle qui me correspond bien évidemment aussi. Pendant un temps j'avais beaucoup de choses comme ça à faire, mais maintenant de moins en moins. Mais par exemple quand ça peut arriver surtout dans des lieux d'habitation privée. Et ça, j'y fais attention. Mais ça peut arriver aussi dans des lieux professionnels, mais les gens ne sont pas tournés sur ça forcément. M'étonne. Voilà. Oui. Donc en fait, avec le feng shui, on peut lire d'où vient le phénomène. Donc voilà. Alors, il y a peut-être ce soir des collègues à moi qui m'écoutent qui vont dire ah bon. Mais effectivement, avec mon grand maître, on a appris, enfin j'ai appris à travailler ça aussi, à détecter d'où vient le problème, quoi. Ouais. Et est-ce que tu aussi regardes tout l'aspect géobiologique? Alors la géobiologie, bien évidemment, c'est un autre outil qui fait partie de mes outils de travail que je regarde parce que quand je travaille en études feng shui, j'ai le feng shui traditionnel chinois. J'ai la lecture en Bazi et j'ai le plus qui est que je suis géobiologue et que je travaille depuis plus de 15 ans la géobiologie. Mais donc effectivement, à chaque fois, j'interviens en géobiologie sur les lieux, bien évidemment. Et donc, je peux identifier une problématique qui peut émaner d'un sous-sol aussi. Hein. On peut avoir une mémoire d'un lieu. Hein. J'ai eu le cas plusieurs fois, ça m'est arrivé régulièrement, depuis 15 ans quand même, de tomber sur des lieux qui avaient des histoires importantes, historiques pour certains. Donc, avec effectivement un passif assez lourd quand même. Donc effectivement, en géobiologie, on va détecter, on peut avoir une perturbation dite tellurique. Alors en feng shui, le feng shui regarde ce qui est visible. D'accord ? Il va pas forcément s'attarder sur ce qui est invisible, sauf sur le côté dont je viens de t'expliquer avec mon grand maître qui m'a appris ça. Mais normalement, on se soucie pas d'une mine, on se soucie pas d'une cavité souterraine, choses comme ça. Alors qu'en géobiologie, oui. Par exemple, j'ai eu le cas de personnes qui vivaient sur d'anciennes mines, par exemple. Donc effectivement, le travail en géobiologie n'est complètement différent. On s'appuie sur une autre donnée qui est qu'on va travailler avec des outils assez anciens, puisque c'est associé au rôle du sourcier à la base. Hein. Donc, on va travailler avec pendule, baguette. Alors, bon, il y en a qui travaillent avec des outils un peu plus technologiques maintenant, parce qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la chose. Et la semaine prochaine, mercredi, je pars travailler avec une de mes clientes qui a acheté des choses comme ça. Et elle veut qu'on vérifie, qu'on fasse des analyses parce qu'elle a des spectromètres, elle a plein de trucs. Bref. Donc, et en fait, il y a des gens qui se sont penchés sur ce genre de phénomène et qui ont créé des outils. Bon, moi je travaille vraiment à l'ancienne, je suis vraiment à l'ancienne.
Donc avec pendule, baguette, et effectivement, pour travailler ça, on travaille la méditation, on travaille l'ancrage, l'enracinement, parce qu'il faut être le plus neutre possible pour pouvoir être une vraie antenne, malheureusement, voilà, pour pouvoir détecter son environnement, quelles sont les influences qui sont perturbantes, et après, on met en place des correctifs. Ouais, voilà. Et effectivement, je fais ça. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui est technologique aussi. Hein. On regarde aussi les perturbations électromagnétiques, hyperfréquences, parce que je travaille ça aussi. Et puis, il y a les lieux sacrés. J'ai déjà travaillé sur des abbayes, sur des monastères, voilà, de clients qui avaient racheté des lieux comme ça. Donc effectivement, la partie sacrée, c'est un peu plus spécifique, parce que là, on est sur des codifications bien particulières, et normalement, en feng shui, c'est ce qu'on appelle, nous, ce sont des lieux de ligne de vide, où on va vivre des choses qui sont pas forcément très simples. Oui, je veux bien le croire. Hein. Ce qui veut dire que dans tes clients, je trouve ça intéressant, en fait, tu as des chefs d'entreprise. Oui. C'est des chefs d'entreprise qui sont éclairés, ou c'est des chefs d'entreprise pragmatiques? Oh là, j'en ai des très pragmatiques. Ouais. Très, très pragmatiques. Ah oui. Ah oui. Alors, comment ils en viennent, en tant que personne pragmatique, à se dire « Tiens, je vais faire appel à un spécialiste en Feng Shui ». Alors, souvent, c'est par madame. Okay. Je vais quand même dire ce qui est. Hein, voilà. C'est souvent l'épouse qui a entendu parler et qui voit bien qu'il y a un problème dans l'entreprise, et qui se dit oh là là, on a fait beaucoup, enfin mon mari a fait beaucoup de choses dans son entreprise, et là au jour d'aujourd'hui il a besoin d'aide, et en fait moi, je ne travaille que par bouche à oreille, en fait. Les gens, enfin, peut-être les personnes ont été voir mon site qui n'est pas encore fini, qui va sortir bientôt, mais depuis maintenant plus de 12 ans, je travaille que comme ça. Ok. Et donc, du coup, c'est-à-dire que la majorité de mes clients professionnels, je rentre par les épouses, quoi. Et en fait, elles discutent entre elles. J'ai fait intervenir telle personne, il s'est passé ça et ça, et peut-être, voilà. Et en fait, c'est que des coïncidences de rencontres, et voilà. Est-ce qu'on peut se laisser imaginer que notre cher et tendre président, il est entouré aussi de maîtres Feng Shui? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut se laisser imaginer que notre cher et tendre président est entouré de maîtres Feng Shui? Alors, pour ma part, je ne le suis pas. Voilà, je tiens à le dire. Je ne suis pas sa conseillère, c'est clair. Mais effectivement, en fait, prenons le cas d'un de nos anciens présidents, qui était M. Mitterrand, qui lui, effectivement, avait son astrologue personnel, en fait. Donc, effectivement, les chefs d'État ont pour habitude d'être entourés de personnes qui travaillent des choses bien spécifiques. Le dernier en date qui a toujours son conseil feng shui à côté de lui, c'est Donald Trump. Donc, qui malheureusement n'est plus président, mais après, ou heureusement pour d'autres personnes, enfin je sais pas, enfin moi je suis apolitique, donc je m'en fiche un petit peu. Mais effectivement, ça peut paraître un peu, pour le commun des mortels, un peu bouleversant, mais dans le monde anglo-saxon, de manière générale, les milliardaires ont leur maître feng shui. Mais ça m'étonne pas. Ouais. C'est pas une question anodine que je te pose, parce que j'ai déjà la réponse. Mais c'est parce qu'au même titre qu'ils ont effectivement des médiums qui les entourent, ils ont des énergéticiens, etc. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'on le sait très peu. N'en parlons pas. Voilà. Pardon ? Et en Chine, bien évidemment. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que enfin, on le sait pas forcément, quoi. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant de le savoir, quoi. Parce que, enfin, je sais pas quel est ton point de vue, mais moi, je trouve qu'en France, le chemin du développement personnel, des médecines alternatives, des médecines douces, des médecines traditionnelles chinoises, il est encore long, quoi.
Alors oui, les prises de conscience s'ouvrent hein, de jour en jour, d'année en année, mais on a encore du chemin à faire hein, pour qu'il y ait au moins plus de 50% de la population qui soit ne serait-ce que ouvert en fait au sujet et qui se disent bah oui, après tout, pourquoi pas quoi. Tout à fait. Bon, c'est un sujet sur lequel je pensais pas parler ce soir, mais j'y avais quand même réfléchi parce que je me dis peut-être ça va sortir sur le tapis parce que bon, effectivement, le feng shui est un outil qui est usité et utilisé pour la notion de gouvernance, à dire ça comme ça. Alors, pour nous occidentaux, ça peut paraître, je sais pas, ça peut être choquant. Pour dans la lecture, alors, en fait, moi j'ai l'habitude de travailler à l'ancienne. Je suis désolée, mais c'est-à-dire c'est que je m'appuie sur les connaissances anciennes et je les applique dans le monde moderne. Et effectivement, je fais très attention à comment elles se positionnent parce que ce sont des connaissances qui viennent d'un autre temps. Et elles viennent d'un autre temps avec une énergie bien spécifique. Donc c'est vrai que avec certains de mes collègues, j'ai pu échanger sur 2-3 petites choses et je sais que des fois je regarde des choses que eux ne vont pas forcément regarder parce que ma manière de fonctionner est celle-là. Eux, ils en ont une autre. Ils ont une autre approche. Et dans le cadre énergétique. Que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, toutes ces techniques qu'on applique au jour d'aujourd'hui en Occident, qui nous viennent de l'Orient, ont une forme et une force très spécifiques. Et c'est un tout, c'est une globalité. C'est-à-dire que quand on pratique, alors évidemment au jour d'aujourd'hui, dans les villes modernes, c'est un peu différent. Mais je te donne l'exemple, en 2009, j'étais en Chine. Je suis partie en Chine pendant presque 3 semaines. En 2009, les personnes âgées faisaient leur qigong dans les parcs. J'ai pratiqué certains arts martiaux avec des personnes âgées qui faisaient des arts martiaux en plein parc, etc. Mais pour eux, en fait, le feng shui, c'est une globalité, c'est-à-dire il y a le feng shui, il y a la médecine chinoise, il y a faire le tai chi, le qigong, il y a voilà, tout ça, ça fait partie du quotidien. C'est une manière de fonctionner dans le quotidien. Alors évidemment, à l'époque, j'ai eu la chance de pouvoir voir les vieux hutongs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les vieilles maisons traditionnelles chinoises qui maintenant à Beijing ont été détruites malheureusement. J'ai eu la chance d'aller dans des vieux villages, donc j'ai vraiment eu cette chance-là à cette période-là, et j'ai vu effectivement ça. Il y a des endroits, c'est moyenâgeux, je veux dire, on est encore à l'époque de 1500 ans, voilà. Mais ce qu'on voit, c'est une manière de vivre qui existe depuis plusieurs millénaires chez nous. Effectivement, on considère ça comme du bien-être. C'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Et c'est ce qui fait, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité, c'est ce qui fait aussi la force de chez eux, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. C'est dans leur univers. C'est culturel. C'est culturel, exactement. Bah oui, mais c'est comme beaucoup de pratiques qu'on retrouve dans plein de pays. Je pense au Japon, je pense à l'Inde, je pense à plein de pays, en fait, où culturellement, effectivement, c'est intégré. Donc, avec notre regard occidental, c'est un peu différent. Il faut juste s'imprégner un peu de ce qu'ils font pour bien le comprendre, quoi. Oui. Mais en tout cas, oui, sur le fond, on est d'accord que c'est des pratiques qui sont utilisées depuis plus de 3500 ans. Donc, si elles sont utilisées depuis plus de 3500 ans et que ça ressemble à une science, en tout cas que c'est considéré comme une science, c'est pas anodin que, effectivement, dans le cadre d'une gouvernance ou que ce soit d'un pays, ou même peut-être même dans le monde de l'entreprise,
tu nous le diras, mais il se peut que dans le monde de l'entreprise aussi, du coup, ce soit utilisé peut-être pour bien diriger son entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, effectivement, oui, tu parles de cette donnée que je connais bien, puisque majoritairement, j'ai des chefs d'entreprise. Je m'occupe de chefs d'entreprise majoritairement. Et j'ai des chefs d'entreprise en Asie. Donc, j'ai de la clientèle sur Hong Kong et sur Shanghai aussi, enfin à côté de Shanghai. Et je travaille avec quelques Chinois. Donc, ça, c'est assez particulier pour moi, mais enfin, c'est voilà. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qui se passe, je suis éloignée, mais j'ai aussi contact avec eux. Parce que bon, il y a quand même, comme toi et moi ce soir, là, je peux être en visioconférence avec eux. Donc, effectivement, oui, c'est un outil qui est très utilisé en Asie. C'est courant. Je veux dire, moi, quand j'ai été travailler à Hong Kong pour mes chefs d'entreprise, pour leur trouver des locaux, j'arrive avec ma boussole. Ah, feng shui, pas de problème, pas de souci. Vous voulez voir ça, vous voulez voir ça, il n'y a pas de souci. Enfin voilà. Donc en fait, ça tout de suite. Il y a aucun problème. J'arrive avec ma boussole, ils savent que je suis spécialisée en feng shui. Donc pour eux, il n'y a aucun souci. Et c'est très courant. C'est très, très courant. Par exemple, je donne un exemple. Quand j'étais à Hong Kong, la première fois où je suis allée pour travailler, certains taxis disaient « Ah, madame, pas bon feng shui cet immeuble. » Donc, parce qu'il y a des choses qui se passaient dans un immeuble, voilà, sur lesquelles j'ai travaillé, qui étaient assez particulières. Et donc, effectivement, eux, ils connaissent pas les règles. Ils savent pas. Mais ils savent qu'il se passe des choses pas bonnes dans celui-là. À partir du moment où c'est pas bon feng shui. Voilà. Mais quelque part, ils n'avaient pas tort. Parce que quand j'ai travaillé sur cet immeuble-là, effectivement, il s'avère que vraiment très mauvais. Mais on peut, voilà. Pour eux, c'est logique. Donc, les chefs d'entreprise en Asie, anglo-saxons majoritairement, il y a des Français, des expatriés. Moi, je travaille beaucoup avec les Français expatriés là-bas. Maintenant, la conjoncture, tout est bien différent de ce que j'ai connu avant. Mais effectivement, ils utilisent ça. Et c'est vrai que c'est un outil qui permet d'avoir une visibilité. C'est un peu comme un GPS pour eux, en fait, hein. C'est est-ce que je dois aller dans cette direction, et si on met en place le feng shui, est-ce que ça va m'aider pour faire tel projet, etc. etc. Mais alors, s'ils l'utilisent régulièrement, alors je ne sais pas si c'est la majorité, mais imaginons, peu importe, 50% des chefs d'entreprise en Chine, par exemple, l'utilisent. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est déconnecté notre côté intuitif ? Est-ce qu'ils écoutent vraiment trop, en fait, cette notion-là, de là à mettre un peu de côté, tu vois, ton intuition? Moi, je me considère comme un chef d'entreprise intuitif, donc je fais tout de manière intuitive. Et donc, je suis en train de me dire en t'écoutant, mais si on me donnait un peu comme tu dis, un GPS, des directions, j'aurais le sentiment que ça gâcherait un peu de plaisir. En fait, ils sont très intuitifs, hein. Enfin, les chefs d'entreprise avec qui je travaille, ils sont très intuitifs, hein. Je veux dire, ils ont d'expérience, ils ont du savoir-faire, et ils ont aussi leur flair personnel, bien évidemment. C'est pas à partir du moment où on implante dans un lieu, on les positionne correctement. Par exemple, là, ce soir, je suis orientée d'une certaine manière pour communiquer avec toi, pour communiquer aussi avec les personnes qui nous regardent, voilà, pour avoir une bonne interaction entre moi et vous. Voilà. Effectivement, un chef d'entreprise, je vais aussi travailler ça pour lui. C'est-à-dire, je vais vérifier sa porte d'entrée d'entreprise, je vais vérifier l'environnement, bien évidemment, en premier, sa porte d'entrée, la façade de l'immeuble, je vais vérifier où est son bureau, comment il est orienté. Et tout ça, je vais lui donner des informations derrière. Je vais lui dire, voilà, il y a ça génère ça génère ça génère ça. Maintenant, si vous avez un projet, pour ce projet-là ou pour toute autre chose que vous voulez faire, voilà, votre bureau, il serait mieux dans telle direction, à tel endroit, et dans le temps, puisqu'on regarde le temps qui passe en feng shui aussi, dans le temps, voilà, il y a peut-être à tel moment,
stratégiquement, votre position, elle sera peut-être mieux à cet endroit-là. Donc, je peux aussi aller très, très loin. C'est un peu comme de l'acupuncture, quoi. C'est-à-dire trouver le point dans l'environnement physique qui va être le plus soutenant, qui va recevoir les meilleures influences. Et là, on parle, par exemple, de Qian Qi. Le Qian Qi, c'est le qi vital le plus puissant pour un chef d'entreprise. Hein. Mais on va aller chercher une influence qui est très forte, en fait, où il a une assise, ça lui renforce sa position, ça va le soutenir, ça va soutenir aussi ses équipes. Parce que les chefs d'entreprise avec qui je travaille ont des équipes et ils pensent tous à leur équipe, tout le temps. J'en ai pas un qui pense pas à ses équipes. C'est tous. Et mon directeur, et mon bras droit, et comment on va faire, et les équipes, et machin. Et tous, ils sont tous comme ça. J'adore travailler avec eux parce qu'ils sont vraiment, ils sont formidables, comme vraiment. Et effectivement, ils pensent vraiment à l'horizontalité de leur entreprise. Et donc, du coup, après, je rencontre les équipes. Donc, je parle avec les équipes. Voilà, je suis là pour ça, je fais ça, etc. Et donc, même après, les employés ils me disent Corinne, ça va, je suis bien là. C'est rigolo. Mais en même temps, c'est mon rôle. Mon rôle. Et mon rôle, c'est là, c'est que tout le monde soit en bonne cohésion pour que l'équipe soit renforcée et que l'entreprise soit soutenue, en fait. Donc, moi, c'est mon travail, en fait. Je viens, en fait. Mais ce qui veut dire qu'on peut le transposer, du coup, à des personnes lambda, quoi. Les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. La maison, l'appartement, son lieu de vie, bien évidemment. Ah oui. Ça veut dire que de la même manière, tu vas être capable en fait de leur dire, voilà, à l'instant T, je sais pas, dans 6 mois par exemple, ça sera bien que tu te positionnes comme ci ou comme ça, quoi. C'est ça ? Oui, voilà. Oui. Ça m'est arrivé des fois de faire changer de chambre à des gens pendant 1 an. Ah oui. Pendant 1 an, non, la chambre là, cette année-là, c'est pas bon. On change de chambre et on oriente le lit d'une certaine manière dans cette chambre-là pendant 1 année. Donc, dans l'idéal, avant de faire acquisition d'un appartement, que ce soit en location ou en tant que propriétaire, dans l'idéal, il faudrait consulter en amont. J'ai des clients qui le font, qui me consultent pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont me dire, voilà, je souhaiterais acheter une maison ou un appartement. Donc, en règle générale, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que d'abord, évidemment, explorer. Moi, je leur dis d'abord explorer, regardez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et définissez après 2-3 lieux qui vous semblent intéressants, et après on va identifier sur ces lieux s'ils sont bénéfiques ou pas. Et pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez vivre à titre personnel, parce que évidemment, il y a des demandes des fois un peu particulières, mais et après, une fois que j'ai identifié l'environnement extérieur, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, un audit, en fait. Hein. Mais bon, voilà, entre nous, on parle d'audit aussi. Donc, voilà. Et effectivement, derrière, on va, à ce moment-là, je vais intervenir une fois qu'ils ont trouvé le lieu qui leur correspond le mieux dans l'environnement général. Après, j'interviens sur l'appartement. Mais ou la maison, enfin voilà. Et pour une construction, il faudrait en amont, toujours dans l'idéal, qu'un géobiologue vienne, qu'un maître feng shui vienne aussi, non ? Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Je veux dire, il y a des gens ce soir, ils vont dire non, ça m'intéresse pas. Ce que je comprends tout à fait, il y a aucun souci, pas de problème là-dessus. Moi, c'est mon métier, je le fais au quotidien. Là, la semaine dernière, j'étais sur 2 chantiers, un qui est quasiment presque fini, l'autre qui démarre. Et donc, effectivement, les clients qui font appel à moi, j'en ai fait depuis 12 ans, enfin 13 ans maintenant presque, à temps plein pour mon travail. Des chantiers, j'en ai fait beaucoup.
J'en ai fait énormément. Donc, effectivement, je suis intervenue en amont, j'interviens sur le terrain, le positionnement du bâtiment en géobiologie, à quel endroit on va installer le bâtiment, après, comment on va l'orienter. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à vérifier. Donc, c'est quand même un sacré travail. Et pour les projets, je travaille très souvent avec des architectes, très, très souvent. Les architectes sont assez voilà, ils n'ont pas d'a priori, hein. Puis bon, souvent c'est des architectes qui s'intéressent pas vraiment au feng shui, mais effectivement quand ils voient le nombre de paramètres de données voilà, sur lesquels on doit travailler, donc après bon, moi je trouve aussi des compromis des fois parce que des fois il y a des soucis techniques, mais oui. D'accord, donc ce qui veut dire que si moi, demain, j'ai envie de créer l'école de la vie, il faut que je t'appelle. Si tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais en tout cas, oui, moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça avec mes... Ouais, ça me parle beaucoup. En fait, tu sais, quand je suis arrivé ici à Montpellier, on m'a dit que, visiblement, quand ils ont commencé à construire notamment le centre de Montpellier, donc moi, ce que j'appelle le village ici, il paraît qu'il y aurait eu un maître Feng Shui qui serait intervenu. Ah, c'est peut-être possible, hein. C'est possible, peut-être. Ouais. Parce que j'ai eu vite cette sensation en arrivant ici, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié, mais que les énergies étaient très douces et très fluides. Enfin, je sais pas, il y avait je me suis dit après coup que ça correspondait sûrement à mes énergies en fait du moment. Mais en tout cas, et donc du coup, par curiosité, j'ai regardé. Et j'étais tombé sur cette info. Il y a des maîtres feng shui hein, qui sont depuis fort longtemps en France, qui sont très discrets, et notamment chez les Vietnamiens. Ok. Voilà. Donc effectivement, il se peut que des maîtres feng shui soient intervenus à cet endroit-là. Bon, je n'ai pas l'information de mon côté, mais je vais chercher. Je veux bien. Si tu as une confirmation, ça m'intéresserait parce que je n'ai pas réussi à avoir une confirmation à 100%. Avec ma boussole. Hein. J'ai juste à vérifier avec ma boussole. Oui, je peux vérifier avec mon travail. C'est-à-dire, je peux venir, regarder, observer. Et effectivement, si je trouve des formules bien spécifiques dans l'environnement, je me dirais, ah non, c'est peut-être pas au hasard, quand même. Et après comme j'aime bien aller farfouiller et savoir, voilà, j'irai chercher. Oui. Ouais. Ok, tu me diras. D'accord. Et donc, le temps passe vite à chaque fois, c'est dingue. Pour les gens qui ont envie de te contacter, comment on fait pour te contacter ? Je suis assez accessible en fait. Donc j'ai ma page enfin mon site qui va être en ligne normalement d'ici 15 jours, 3 semaines. Il est quasiment fini. J'ai encore des petits réglages à faire au niveau des textes. Il est quasiment terminé. Après, les personnes peuvent me contacter. J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, j'ai aussi une page LinkedIn pour les chefs d'entreprise. Donc, on peut me contacter directement par ces réseaux. Il n'y a aucun souci. Je réponds tout le temps. Donc, effectivement, après, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un email. Sur lequel après je transmets aux gens pour me contacter plus rapidement, mais par les réseaux sociaux sans souci. Et après sur mon site internet il y aura une page contact bien évidemment pour me contacter. Okay. Voilà. Tu disais au tout début quand je te demandais de nous donner la définition du Feng Shui, tu disais que c'était avant tout une approche holistique. Oui. Ouais. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et après, quand tu t'exprimais, tu disais que là-bas en Chine, ils intègrent tout, c'est-à-dire la médecine traditionnelle chinoise, le tai chi, etc., etc. Et donc, pour moi, ça confirme ce que tu disais au tout début, que c'était une approche holistique. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un peu ce qui nous manque en termes d'ouverture ici en France, c'est justement d'avoir une approche holistique. Tu sais, d'avoir vraiment une approche
globale, quoi, plutôt qu'une approche très Alors, unidirectionnelle. oui, alors, en fait, quelque part, avec tous ces changements qui nous arrivent, au niveau international et à certains niveaux, en fait, on cherche cette approche holistique. J'ai été professeure, enfin je suis toujours, mais enfin plus en retrait maintenant, mais dans une école de design sustainable, c'est-à-dire renouvellement durable, d'accord, qui est sur Nice. Donc j'ai fait l'école, je me suis occupée des élèves, je travaille avec les élèves sur des projets renouvellement durable, etc. Donc en fait, cette lecture holistique est apprise dans ces réseaux d'études, en fait. Parce qu'effectivement, on prend en considération l'homme par rapport à son environnement. Nous, de manière générale, en France, on n'est pas éduqués à ça de manière générale. Mais effectivement, avec ce qui se passe, je pense qu'on va y venir de plus en plus. J'ai bien l'impression aussi, oui. Ouais. Et notamment, 2021 va être une année qui va générer un besoin de revenir sur sa cellule familiale et voilà, d'avoir quelques outils un peu spécifiques pour se sentir, voilà, pour avoir un peu plus de force sur son territoire, en fait. Ouais, ça m'étonne pas, hein. En tout cas, moi, ce que je vis de mon côté, j'ai créé mon entreprise en 2003. Et, donc ça va faire un peu plus de 17 ans et je vois l'évolution en termes de prise de conscience, évidemment. Ça s'accélère d'ailleurs. J'ai vraiment cette impression que depuis notre premier confinement, ça s'est encore plus accéléré. Ouais. Parce que inévitablement, je pense qu'une grande majorité de la population a plus facilement accès à l'information puisqu'elle est chez elle. Donc du coup, elle a plus de temps peut-être pour consulter ses emails, pour suivre des lives comme on fait là ce soir, pour regarder des films inspirants, etc. Et c'est vrai que, en tout cas, moi je le mesure dans nos activités. Je vois en fait qu'il y a davantage de personnes qui s'ouvrent en fait, tu vois, qui se disent ah ouais tiens pourquoi pas, c'est intéressant. Et ça me conforte dans ce que tu dis. Je me dis effectivement là 2021 ça va être encore une autre marche où il y aura davantage de personnes qui vont être qui vont chercher un peu autre chose en fait, quoi. C'est à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose qui est différent et qui nous oblige à fonctionner d'une autre manière. À un moment donné, on va chercher quelque chose qui pour être enfin pas en sécurité, mais être bien, quoi, en fait, un environnement où on est bien. Donc oui, oui, c'est logique. C'est un comportement logique, en fait. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, je reste très positive. Je suis quelqu'un de très optimiste, de manière générale. Donc je reste très optimiste et très positive pour l'avenir. Mais je sais que j'ai parlé de l'humanité. L'humanité passe un cap très important. Et effectivement, revenir à soi et trouver où sont ses priorités pour être bien, c'est important. Ça va être très important. Moi, c'est ce que je dis très souvent quand je suis interviewé. Je dis qu'on a une responsabilité citoyenne de prendre soin de nous. Oui, pour moi. C'est la base, quoi. Pour moi, oui. C'est... oui. On fait partie d'un tout. Et dans ce tout, chacun a sa place et chacun remplit une fonction. Et voilà. Après, c'est pas évident pour tout le monde de savoir à quoi je sers et quelle est ma place dans ce monde à l'heure actuelle. C'est pas si évident que ça. Moi, j'ai mis des années à comprendre et à le trouver. Et maintenant, j'y suis et je sais que je suis là pour ça. Je l'accepte et je le fais. Mais oui, je sais que c'est pas évident pour les gens. Voilà, j'accompagne beaucoup des personnes aussi sur leurs orientations de vie.
J'ai aidé plusieurs personnes à faire des virages à 180 degrés dans leur vie incroyable. Et effectivement, voilà, au jour d'aujourd'hui, des fois, elles se posent encore des questions, mais elles voient qu'elles sont sur ce qu'elles ressentent en elles, en fait. Et souvent, elles disent, ces personnes-là, elles me disent, mais Corinne, voilà, je suis, ça me pousse, je sens qu'il y a quelque chose qui m'emmène, et voilà, et dans la lecture, quand je leur montre qu'elles ont un potentiel qui est possible, et qu'elles y vont, là, voilà, et elles savent que c'est maintenant, c'est pas dans 15 ans, quoi. C'est intéressant parce que ça fait le pont avec le jeune homme que j'interviewais juste avant, Alexandre Baé, qui est spécialisé dans l'orientation intra-professionnelle. Et donc, il y a un peu de ça, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, merci à vous tous, en tout cas, pour cet échange. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?», qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»